Bonjour, je suis Aïcha Hamdouchi, une éternelle apprentie de la vie. Mon intention est de partager avec vous mon propre chemin de développement personnel pour vous inspirer, vous éclairer et permettre à chacun de retrouver sa vérité intérieure. Comme vous, j'ai traversé des épreuves, des échecs, des remises en question. J'avais soif de clarté, de repères. Puis j'ai compris que la véritable force naît de l'acceptation de notre vulnérabilité et que toutes les réponses se trouvent déjà en nous. C'est alors que ma quête de sens a commencé. Sur ma route, j'ai rencontré des guides, des voix, des éclats d'humanité, mes éclaireurs. Ils n'ont pas tracé mon chemin à ma place, mais ils ont rallumé une étincelle, éveillé une force intérieure qui m'a permis de poser un pas après l'autre. J'ai découvert que la qualité de nos vies dépend des questions qu'on se pose et des relations qu'on cultive. Chaque rencontre peut devenir une clé, chaque lien un repère, chaque échange une prise de conscience. Et un jour, vient le moment où l'on devient soi-même éclaireur pour quelqu'un d'autre. C'est un cercle, une transmission, une humanité retrouvée. C'est dans cet esprit qu'est né Les Éclaireurs, un podcast profondément humain et authentique où chacun peut se reconnaître et se reconnecter. Dans la philosophie japonaise, il existe la figure du senpai, celui qui a fait quelques pas avant vous et marche à vos côtés pour partager son expérience. C'est avec cette intention que je me tiens ici, ni savante, ni experte, mais compagne de route. Nous avançons ensemble et nous grandissons ensemble. Dans certains épisodes, j'accueillerai des voix inspirantes, des femmes et des hommes qui ont traversé des tempêtes, surmonté des défis, trouvé leur lumière. Ces conversations sont là pour nous éclairer, nous rappeler qu'il est toujours possible de se relever, de se réinventer, de se reconstruire. Et puis, il y aura aussi des épisodes plus intimes, en solo, des moments où je partagerai avec vous mes réflexions, mes apprentissages, les lectures et les formations qui m'ont guidée sur mon propre chemin de vie. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui cherchent des repères, un souffle d'espoir ou simplement la confirmation que leur chemin est unique et précieux. Mais surtout, j'aimerais que Les Éclaireurs soit un espace vivant et participatif, un lieu où vos retours, vos questions et vos suggestions enrichissent notre voyage. Ensemble, nous avancerons pas à pas, portés par les histoires, les mots et les voix qui éclairent le monde. Bienvenue dans Les Éclaireurs, un espace de lien et de transmission où chaque voix nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et que nous avons tous la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode solo des Éclaireurs. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un livre qui a changé ma vie. Quand j'ai démarré ma quête, je ne savais pas trop par quoi commencer. Le développement personnel est un océan, et quand on sait à peine nager, ça peut être impressionnant. J'ai donc demandé à une amie qui est dans l'accompagnement quels sont les livres accessibles qui l'ont marqué. Et parmi la liste qu'elle m'a donnée, j'ai été intriguée par ce titre, Le moine qui vendit sa Ferrari, de Robin Sharma. C'est l'un des ouvrages les plus lus au monde en développement personnel, traduit en plus de 70 langues, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Et s'il continue de toucher autant de lecteurs depuis plus de 20 ans, c'est sans doute parce qu'il parle à une part universelle de nous, celle qui cherche du sens, de la lumière et un peu de silence au milieu du bruit. Donc je vais commencer par vous présenter d'abord l'auteur et le synopsis du livre. Robin Sharma n'était pas prédestiné à devenir un guide spirituel. C'était un avocat canadien brillant, reconnu, jusqu'au jour où la réussite extérieure ne suffisait plus. Il a donc tout quitté pour écrire. Et ce livre, au fond, il raconte un peu sa propre métamorphose, celle d'un homme qui, après avoir couru toute sa vie, choisit enfin de s'arrêter. Alors, le héros du livre, c'est Julian Mantle, qui ressemble à peu près à l'histoire de Robin Sharma. Il est avocat, talentueux, riche, admiré, mais épuisé.
Un jour, il s'effondre en pleine audience d'une crise cardiaque. Et j'ouvre une parenthèse. Combien de personnes qu'on connaît, de près ou de loin, ont subi le même sort? Crise cardiaque, AVC, pour ne citer que. Et à la fleur de l'âge, ni l'entourage, ni le corps médical ne comprennent pourquoi. Parfois, un mode de vie en apparence sain, mais il ne s'agit que du vernis extérieur. Parce qu'il se passe à l'intérieur, tout le monde l'ignore, jusqu'à la rupture. Donc cet arrêt brutal, et on en revient à notre histoire, il devient son réveil. Il vend tout, sa maison, son cabinet, sa Ferrari, et il part en Inde à la recherche de sagesse. Donc là-bas, il rencontre les moines de Sivana qui lui enseignent 7 principes de vie. Des clés simples mais puissantes pour retrouver la paix intérieure, l'équilibre et la joie. Alors ce livre, il se lit très facilement. C'est pour ça que je l'ai choisi dans cet épisode solo, mais surtout, il se relie profondément. Chaque passage révèle une autre couche de sens, selon là où l'on en est dans sa vie. C'est pour ça qu'il est si universel. C'est qu'il s'adapte à tout le monde. Quel que soit votre niveau, quel que soit votre cheminement, vous y trouverez des clés de compréhension. Et c'est là toute sa puissance. Et ce qui est pour moi la sagesse du livre et sa vraie richesse, c'est pas seulement dans cette histoire, mais c'est dans les clés qu'il distille à travers une fable moderne, disons. Et Robin Sharma, il ne raconte pas seulement la transformation d'un homme. En fait, il nous guide pas à pas dans un voyage intérieur. On se reconnaît tous dans Julian Mantle. Et c'est tissé de symboles, de métaphores, donc c'est très agréable à lire. Dans ce récit, les moines de Sivana, ils apprennent à Julien que la vie elle-même est une métaphore et que derrière chaque image se cache un message à méditer et une leçon à incarner. Alors on y croise un jardin luxuriant, un phare lumineux, un sumo géant, un chronomètre en or, un fil de rose et un sentier pavé de diamants. Ça peut sembler un peu trop métaphorique, un peu trop onirique, mais rien n'est là par hasard. En fait, chaque symbole devient une porte ouverte sur une sagesse. C'est une invitation à cultiver notre esprit, à éclairer notre chemin, à honorer le temps, à aimer sans mesure et à marcher pas à pas vers notre propre lumière. Je vous propose maintenant de parcourir ces métaphores pour mieux comprendre ce qui se cache derrière. Alors, je vous disais le jardin. Le jardin, en fait, c'est notre esprit. Et il pousse ce qu'on choisit d'y planter. Si on laisse entrer les mauvaises herbes, les pensées toxiques, les doutes, les regrets, elles étouffent le reste. Et on se retrouve, au lieu d'avoir un jardin luxuriant, à avoir une terre en friche avec de mauvaises herbes. Mais si on sème la gratitude, la confiance, la clarté, alors notre monde intérieur devient un lieu de paix. La deuxième métaphore, c'est le phare. Lui, il symbolise notre mission de vie, notre dharma, ce qui éclaire notre route quand tout semble flou. Et il nous rappelle que sans direction claire, même la plus belle des routes ne mène nulle part. Et combien de nous se retrouvent à des carrefours dans leur vie, ayant coché toutes les cases, mais cette étincelle intérieure, elle a complètement disparu. Et c'est d'autant plus bouleversant qu'on ne comprend pas pourquoi, en ayant tout, on a toujours ce sentiment de vide intérieur. Et ce phare, c'est aussi un clin d'œil au logo des éclaireurs, que j'ai choisi en partie en hommage à ce livre. Ensuite vient un autre symbole. Donc c'est le sumo japonais. Donc le sumo, vous voyez tous à quoi ça ressemble, tellement omniprésent qu'on se dit comment il tient un équilibre. Et pourtant, c'est un art. Et il parle de discipline et d'action consciente. Il incarne la force tranquille de celui qui se relève encore et encore pour progresser, pas à pas, même s'il est fragilisé, même s'il est déséquilibré. Si on tombe et qu'on reste par terre, à quoi bon?
Mais si on tombe et si on se relève, c'est là où on apprend. Le troisième symbole, c'est le chronomètre en or. Il nous enseigne la valeur du temps, parce que notre temps est notre vraie richesse, et que ce qu'on en fait donne la mesure de notre vie. Le temps est relatif. Quand on l'emploie à bon escient, il passe bien. Mais quand on se retrouve coincé dans un moment de sa vie, on a l'impression que le temps s'arrête. En fait, ce qu'on accorde comme importance au temps et ce qu'on en fait, il conditionne un petit peu la vitesse à laquelle il passe. Maintenant, je passe au fil de rose parfumé, qui lui nous parle de contribution, de service et d'amour. Et c'est peut-être le passage qui m'a touché le plus. Parce qu'une vie pleine de sens est toujours une vie tournée vers les autres. Et je vous invite à vous connecter à un souvenir qui vous a rendu particulièrement heureux. Et je suis certaine que ça a toujours été un souvenir, une histoire partagée, quelque chose que vous avez vécu avec des êtres aimés, quelque chose où peut-être vous avez donné et non seulement reçu. Et ça me rappelle une citation de Gandhi, parce que finalement, ces sagesses, elles se rejoignent toutes quelque part, c'est juste exprimé avec des mots différents, mais ça veut dire la même chose. Et Gandhi disait, consciemment ou inconsciemment, chacun d'entre nous rend service d'une façon ou d'une autre. Si nous cultivons l'habitude de rendre ce service délibérément, notre désir de servir les autres s'en trouvera renforcé. Et cela contribuera non seulement à notre bonheur, mais au bonheur du monde entier. Et enfin, le dernier symbole, c'est le sentier pavé de diamants. Et c'est une invitation à vivre dans le présent. Le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Et on passe notre présent à vivre dans le passé et à appréhender le futur. Donc finalement, ce qui nous appartient nous échappe. Et ce temps présent, il nous invite à voir la beauté là où on est maintenant, à comprendre que la joie ne se trouve pas au bout du chemin, mais qu'elle est dans le chemin, dans chacun de nos pas. Donc ces métaphores, qui sont à la fois simples et puissantes, elles sont devenues pour moi comme un langage intérieur. Des images qui m'accompagnent et qui m'ont appris à relire ma propre vie autrement. Et c'est là que commence mon histoire avec ce livre. Parce que moi aussi, je conduisais ma Ferrari invisible. Elle s'appelait le perfectionnisme, le contrôle, le besoin de reconnaissance, et j'en passe. Et un jour, sans prévenir, elle a calé. Pas dans le bruit, dans un silence, dans un vide intérieur. Et ce jour-là, j'ai compris que quelque chose devait changer et que le changement ne viendrait pas de l'extérieur. Parce que environnement extérieur, ce n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Si on cultive un jardin luxuriant dans notre esprit et qu'à l'intérieur on vit dans la gratitude, l'amour et l'abondance, ça va se refléter dans nos relations. Et notre environnement extérieur en sera assaini, il en sera beau. Il sera un hommage vibrant à ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. Comment tout ça a commencé? Par un premier petit pas. Un matin, j'ai simplement décidé de me lever 30 minutes plus tôt. Ça peut sembler rien pour certains, ça peut sembler énorme pour d'autres, tout dépend de votre rapport au temps. Mais pour moi, cette demi-heure, elle a tout changé. Avant le tumulte, avant les enfants, avant les obligations, je me suis retrouvée dans un foyer silencieux. Et je vous assure, quand on écoute le silence pour la première fois, de façon consciente, et tous ceux qui sont partis dans le désert me comprendront, c'est vraiment bouleversant, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc au début, notre esprit, il est complètement en mode panique, il ne comprend pas ce qui se passe. Comment ça se fait? Il n'y a rien pour me distraire, il n'y a rien. Donc il commence à tourner, plein régime. Et de découvrir ce que j'appelle aujourd'hui le silence vivant.
Au début, ce silence, il faisait beaucoup de bruit. C'était vraiment un chaos intérieur. Mes pensées, mes doutes, mes jugements. J'étais tentée de tout abandonner tellement j'avais presque des migraines à force de voir ces pensées. C'était comme si je me retrouvais dans une autoroute avec les véhicules qui allaient à 1000 à l'heure. Et j'ai eu du mal. Mais au fur et à mesure que j'ai pris en fait ce rôle d'observateur de mes propres pensées, ça a commencé à se calmer. Et c'est pas des choses qui arrivent du jour au lendemain. Comme pour toutes les choses, il faut de la patience et de la persévérance. Et je savais qu'il y avait quelque chose à entendre dans ce silence, quelque chose que je n'écoutais pas depuis très longtemps. Et ça m'a appris, en quelque sorte, à méditer, très maladroitement. Je pense que chacun a sa propre définition de la méditation et qu'on ne cherche pas à devenir des gourous. Mais je me suis connectée à ma respiration, tout simplement, ma respiration naturelle, comme celle d'un bébé, comme celle quand on dort. Et tout a commencé à prendre sens. C'est comme si j'avais des morceaux de puzzle et que je les rassemblais et que je trouvais l'image, qui me permettait de mieux comprendre mon propre état intérieur. Même la prière, que je faisais par automatisme, par devoir, elle a commencé à prendre une autre dimension. C'est devenu un lien. Et j'ai compris que salat vient du mot sela, qui signifie la connexion. Petit à petit, j'ai ajouté des respirations conscientes, avec la méthode Wim Hof, avec la cohérence cardiaque, peu importe la technique. Et quand on respire en conscience, on comprend qu'il y a un laps de temps entre les respirations, un genre d'espace qui se crée. Cet espace-là, pour moi, c'est la véritable paix intérieure. L'espace où il n'y a rien et où il y a tout à la fois. Ça peut sembler très philosophique, mais je vous invite à l'expérimenter. Tous les mots du monde ne pourront pas vous faire ressentir ce moment-là tant que vous ne l'avez pas vécu. Et j'ai redécouvert une passion d'enfance qui était l'écriture. Parce que justement, quand ces pensées se bousculaient dans ma tête, j'avais besoin de les coucher quelque part. Et j'ai commencé ce que j'appelle mon rituel des pages blanches. Chaque matin, je vide ma tête sur le papier. Je m'efforce d'écrire 3 pages. Au début, ça ressemble à rien. Ça va dans tous les sens. C'est comme l'histoire des pensées quand on apprend à méditer. Et au fur et à mesure, il y a des prises de conscience, il y a des choses très profondes qui émergent. Des fois, c'est beau, des fois, c'est laid, des fois, c'est des colères, des peurs, des gratitudes. Mais en tout cas, j'étais dans l'accueil de tout ça et j'ai commencé à déblayer. Juste le fait d'écrire, c'était une catharsis. Mais des fois, quand il y avait une croyance limitante, quelque chose qui me collait à la peau, j'essayais de la redéfinir, de la réécrire. Et je me déprogrammais tout doucement. Et je sentais que ça agissait. C'est ça le pouvoir et la magie. C'est que je voyais des changements tangibles grâce à l'intangible. Et pour rien vous cacher, je le fais pas tous les jours. Je suis pas non plus ultra disciplinée, je suis un être humain. J'ai appris aussi à être indulgente avec moi-même. S'il y a des jours où je me réveille, où je le sens pas, où mon mental l'emporte, où mon ego l'emporte, j'accueille, je prends. Mais à chaque fois que je reviens à ce rituel, ma journée change complètement de couleur. Je suis plus douce avec moi-même, plus alignée, plus vivante. J'ai de meilleures interactions avec les autres. Et c'est ça qui m'encourage et qui me donne envie de poursuivre ce rituel. Et pour revenir à la véritable leçon de ce livre, et là où j'établis mon propre parallèle, c'est que la transformation ne se fait pas dans le bruit, mais dans la présence. Et ça m'a permis de comprendre aussi que le développement personnel, ce n'était pas seulement un travail intérieur, c'est aussi une discipline de lecture. Et malheureusement, on a oublié le pouvoir d'un livre. On s'est laissé hypnotiser par les écrans, les scrolls, les vidéos de 15 secondes, l'immédiateté. Mais un seul livre peut changer une vie entière. Parce qu'au fond, chaque auteur, c'est un éclaireur, c'est un messager. C'est une personne qui a été éclairée par le divin et qui partage une sagesse avec nous. Donc comment refuser ce partage? Comment refuser ce cadeau? Et c'est quelqu'un qui a en fait traversé l'ombre et qui dépose sur le papier
la lumière de son expérience pour éclairer nos chemins, nous lecteurs. Alors comme je vous disais, j'ai commencé à lire tous les soirs. Un carnet à côté, un livre. Je notais les pensées, des fois des citations que je comprenais pas tout à fait, donc je les écrivais pour y revenir. Et j'ai senti que mon cerveau se réveillait. Pas mon mental, mais vraiment mon cerveau. J'avais faim d'apprendre, faim de comprendre. J'avais l'impression que comme j'étais inculte, on m'avait mise dans une grotte pendant des années et que je sortais. Donc au début, j'étais aveuglée par la lumière, mais au fur et à mesure, je commençais à discerner les formes, à mieux comprendre les paysages, à voir la beauté de ce qui m'entourait. Et tellement j'ai eu cette soif de connaissances que j'ai fini par suivre une formation en lecture rapide. Parce que je voulais lire plus, absorber plus, comprendre mieux. Et cette formation m'a offert un monde nouveau. J'y ai découvert les neurosciences de la lecture, la façon dont on peut reprogrammer son cerveau. Parce que pour ne rien vous cacher, et vous pouvez vous renseigner, ne me croyez pas sur parole, on n'apprend pas à lire comme il faut. Notre cerveau fonctionne d'une façon complètement différente de ce qu'on apprend. Et le pouvoir qu'on retrouve quand on lit consciemment et quand on apprend à lire avec une certaine méthodologie, les changements sont juste incroyables. Et depuis, donc, la lecture est devenue pour moi une hygiène mentale. C'était un rituel vraiment sacré. Et je peux vous dire que ça m'a complètement transformée. Et je vous promets d'ailleurs un épisode entier sur ce sujet. J'inviterai celle qui m'a formée, une femme très inspirante, qui m'a aidé à comprendre comment reprendre le pouvoir sur notre cerveau et sortir de ce brouillard mental. Parce que lire, encore une fois, c'est s'ouvrir à la lumière de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi retrouver la nôtre. Mais un point très important que je tiens à partager avec vous, c'est que lire ne suffit pas. C'est beau, oui, c'est inspirant. On peut, lors de conversations avec la famille, avec les amis, sembler érudit, mais c'est pas ça l'objectif. Si on ne met pas en pratique ces enseignements, ça ne change rien. Un livre, aussi lumineux soit-il, ne transforme pas une vie par la seule lecture. Si on ne cherche pas à comprendre ce que cela signifie pour soi, si l'on ne passe pas à l'action, cela reste encore une œuvre du mental. Une pensée de plus, dans une bibliothèque déjà très encombrée de notre esprit. Donc le vrai basculement, il se produit quand on agit, quand on ose expérimenter, quand on devient l'incarnation vivante de ce qu'on a lu. Et c'est là que tout change. Dans notre énergie, dans notre regard, dans notre façon d'être au monde. Et ça, c'est ce qui différencie la connaissance du savoir. Et je vais vous citer la définition pour qu'on puisse un peu refléter sur cette sagesse. La connaissance, c'est ce que l'on apprend avec la tête. Elle s'acquiert par la lecture, l'étude, l'observation. Le savoir, lui, naît de l'expérience. C'est ce qu'on a vécu, ressenti, intégré, jusque dans nos cellules. La connaissance, elle peut éclairer le chemin, mais seul le savoir le rend réel. Et c'est quand on passe de l'une à l'autre qu'on commence véritablement à se transformer. Aujourd'hui, quand je repense à ce livre, Le moine qui vendit ses Ferrari, ce titre un peu bizarre qui m'a interpellée, je ne vois plus l'histoire d'un moine, je vois une métamorphose, une invitation à descendre de nos voitures mentales, à ralentir, à respirer, à écouter. Vendre sa Ferrari, c'est ça. Arrêter de courir après ce qu'on croit être le bonheur, pour commencer à vivre et apprécier ce qu'on a déjà. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous invite à faire un petit pas. Demain matin, levez-vous un peu plus tôt. Respirez, écrivez, lisez quelques pages d'un livre qui vous inspire et observez ce que ça change. Peut-être que sans le savoir, vous commencerez à vendre une part de votre Ferrari invisible pour faire de la place à ce qui compte et qui ne peut être compté. Je crois que c'est ça le message profond du moine qui vendit sa Ferrari. Du moins, c'est ma lecture. Ce n'est pas un livre sur la fuite, c'est un livre sur le retour à soi, sur la simplicité, la gratitude, la présence,
Et chaque livre est un phare. Chaque lecture est un pas. Parfois, il suffit d'un seul message pour allumer une lumière en nous et éclairer tout un chemin. Merci d'avoir marché avec moi dans cet épisode. Si ce voyage intérieur vous a inspiré, je vous invite à lire ce livre et surtout à observer ce qu'il vient réveiller en vous. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain voyage à travers une autre lecture inspirante. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode des éclaireurs. J'espère que cette conversation a rallumé en vous une étincelle d'espoir, de paix ou simplement l'envie d'avancer un peu plus en conscience. Si cet épisode vous a inspiré, prolongez le cercle de transmission. Abonnez-vous, partagez-le avec vos proches, laissez un commentaire et une note sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Vos retours, vos questions, vos suggestions nourrissent cette aventure collective. On se retrouve chaque samedi pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre sur le chemin de notre voyage intérieur. En attendant, avancez à votre rythme avec gratitude, confiance et amour. Et souvenez-vous, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et nous avons chacun la capacité d'être la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre.